souscrit au baromètre de la précarité étudiante qui est publié par la FAGE, membre du pacte donc. Donc aujourd'hui, c'est Mylène Schreur et Flore Grèze qui vont vous présenter les résultats de ce baromètre édition 2025. Eh bien, bonjour, merci déjà pour la petite occasion de vous présenter à notre baromètre. Donc, pour se présenter, je m'appelle Mylène Schreier, je suis chargée des affaires sociales à la FAGE. Et moi, c'est Flore, je suis étudiante sage-femme et je suis chargée des relations publiques à la FAGE également. Et pour présenter ce qu'est la FAGE, donc la FAGE, c'est la Fédération des associations générales étudiantes qui a été créée en 1989. Elle regroupe donc des fédérations de filières et de territoires. C'est une structure qui est apartisane. Donc, on a deux volets sur notre plaidoyer. C'est qu'on a à la fois le projet concret sur le terrain, et on reviendra dessus notamment avec nos agorae, mais aussi toute une partie politique et de plaidoyer. Et c'est ça et qui fait la particularité de la FAGE, c'est que chacun de nos plaidoyers sont appuyés par un projet de terrain et de service à l'étudiant. Donc, notre action, elle passe par une action de terrain pour lutter contre la précarité. Et on le sait, c'est une action palliative aux politiques publiques. Mais actuellement, on a l'Agorae, qui est une épicerie sociale et solidaire. Elle accompagne plus de 10 000 bénéficiaires sur l'année 2024 au quotidien. Et elles sont au nombre de 43 sur l'entièreté du territoire français. Donc, les Agorae, ce sont des épiceries sociales et solidaires où les denrées sont vendues aux étudiants et les étudiants les plus précaires entre 10 à 20% des prix du marché. C'est un modèle hybride entre cette épicerie, mais aussi ce tiers-lieu pour les étudiants et étudiantes où le soir, on peut venir se retrouver, faire nos devoirs ensemble, juste décompresser d'une grande journée. Par contre, si elles existent et si elles sont animées, parce que nos fédérations viennent faire aussi des activités, que ce soit des activités liées à des filières de sensibilisation, mais aussi des activités de cohésion pour les étudiants et étudiantes. Ce projet, il existe parce qu'actuellement, il y a une précarité alimentaire de plus en plus forte chez les jeunes et qu'on est obligé de pallier depuis 11 ans maintenant avec ce projet. Donc, la FAGE, c'est des épiceries sociales et solidaires, mais pas que. C'est également des événements de prévention et de promotion de la santé, de formation, d'information, des événements de cohésion, des dispositifs de logement et solidaires. Bref, beaucoup de projets et beaucoup d'animations qui ont pour but à chaque fois de compléter un déficit qu'il y a chez les jeunes actuellement. En effet, parce que comme l'a très bien dit Mylène, notre manière d'agir, c'est se dire comment est-ce qu'on répond aux besoins des jeunes et des étudiants et étudiantes. Et donc la réflexion qu'on a, c'est quels sont les projets qu'on peut mettre en place concrètement pour répondre aux besoins des étudiants et étudiantes et des jeunes, ce qui fait de nous un modèle associatif et que c'est dans notre corps et dans notre mode de fonctionnement aussi de faire des projets concrets. Et aussi en parallèle, ces projets nous permettent aussi d'adapter et de construire notre plaidoyer parce que ça nous permet, de par le projet qu'on arrive à faire, à acquérir une expertise sur le sujet. Et la question du baromètre de la précarité étudiante l'illustre assez bien. Le baromètre de la précarité étudiante, c'est une étude qu'on mène auprès des bénéficiaires de nos agorae, de nos épiceries sociales et solidaires. C'est la deuxième édition qu'on fait. La dernière, on l'avait fait il y a 2 ans. Et ce baromètre de la précarité étudiante, il nous permet d'alerter les pouvoirs publics sur la question de la précarité étudiante et sur l'état de la précarité des étudiants, étudiantes et des jeunes. Et il nous permet aussi d'illustrer l'action qu'on peut avoir dans nos agorae et donc dans ce projet qu'on porte au quotidien. Et ça nous permet aussi de cibler concrètement aujourd'hui quels sont les jeunes, quels sont les étudiants et étudiantes qui sont dépendants d'une aide alimentaire pour pouvoir manger. Et donc le fait d'avoir ce projet-là, ça nous permet concrètement euh, de voir que derrière ces chiffres-là, il y a des personnes, c'est des personnes qu'on voit au quotidien sur le terrain, que nos fédérations de territoire accompagnent sur le terrain. Mais ça nous permet aussi d'adapter notre plaidoyer et nos positions parce qu'on arrive à cibler quels sont concrètement les étudiants et étudiantes et les jeunes qui sont dans cette grande précarité-là. Et donc, quand on regarde le profil de nos bénéficiaires, de nos agorae, on a 74% de femmes, mais ça va aussi avec l'effectif qu'on a globalement dans l'enseignement supérieur. Et quand on regarde, on a une grande majorité de jeunes de 18 à 24 ans, 77% à peu près. Mais on a malgré tout aussi 7% qui ont plus de 30 ans. Ces 7% de plus de 30 ans, ils illustrent autant des doctorants, doctorantes, que aussi des personnes qui sont en reprise d'études. Et donc cette étude, elle nous a permis de cibler un peu ce profil type dont je parlais tout à l'heure, qui est
quel étudiant étudiante aujourd'hui a un peu le profil type d'un étudiant étudiante qui est précaire. Donc c'est un profil type très triste, mais c'est un profil type qui nous permet de comprendre aujourd'hui les étudiants étudiantes et les jeunes qui ne rentrent pas dans le système d'aide sociale et qui illustre assez bien les lacunes gouvernementales aujourd'hui qu'on a sur la question d'aide sociale étudiante. Et on se rend compte très vite que être un jeune décohabitant, c'est un grand facteur de risque euh, pour, euh, pour la précarité. Et on se rend aussi compte que bah, tous ces jeunes-là, c'est des jeunes qu'on va voir dans nos épiceries sociales et solidaires. Et on a aussi pu étudier, comme autre sujet, pour voir bah, est-ce que nos bénéficiaires de nos épiceries sociales et solidaires sont des étudiants et étudiantes qui sont précaires, malgré le fait qu'ils touchent les aides sociales de l'État, ou sont-ils des personnes qui sont non éligibles aux aides sociales qui existent aujourd'hui? Et en fait, on se rend compte que oui, il y a un petit peu de la question de non-recours, donc des étudiants et étudiantes qui ont une méconnaissance de leurs droits, une méconnaissance des bourses, de la manière dont on demande une bourse, de la manière dont on demande des aides d'urgence aussi qui existent aujourd'hui par le Crous. Mais en fait, on se rend compte. Et donc sur ça, on porte la vision d'un guichet unique qui est se dire comment est-ce qu'on arrive à centraliser toutes les différentes demandes qu'on peut faire en tant qu'étudiant, étudiante et de jeunes, que ce soit sur la question des APL, sur la question des bourses, sur la question des aides d'urgence du Crous, des logements du Crous. Comment est-ce qu'on arrive à avoir réellement un guichet unique qui nous permet de mettre toutes les démarches administratives qu'on doit faire au même endroit. Mais on se rend en fait aussi compte que la grosse problématique qu'on a, c'est que les bénéficiaires de nos Agorae ne sont pas éligibles aux aides aujourd'hui. Et on a marqué un peu ce chiffre phare qui est que 70% des bénéficiaires de nos épiceries sociales et solidaires ne touchent pas les bourses sur critères sociaux. Les bourses sur critères sociaux, c'est la principale aide sociale qui existe pour un étudiant et étudiante. Et donc, bah, pour nous, c'est assez illustrant aujourd'hui des trous dans la raquette qu'on a dans cette bourse sur critères sociaux. Et ça illustre aussi bien pourquoi est-ce que la FAGE, depuis bientôt plus de 10 ans, demande une réforme des bourses. On le voit aussi dans les questions des bénéficiaires, le logement, c'est le premier poste de dépense dans le porte-monnaie de nos étudiants et étudiantes. Et ça découle de deux facteurs. C'est qu'il y a deux grands instituts pour se loger quand on est jeune. C'est on a le réseau des œuvres, donc les logements Crous, à tarification sociale, qui sont proches des lieux d'études et donc qui sont adaptés à la vie étudiante. Et on a tout le parc locatif autre. Donc, on va mélanger le privé, mais aussi quelques logements sociaux hors réseau des œuvres. Et actuellement, on le voit, 60% de nos étudiants et étudiantes, de nos répondants, n'ont pas accès à des logements Crous. Alors ça découle de deux facteurs également, c'est que une grande partie de nos répondants répondantes, vous l'avez vu, sont des étudiants et étudiantes internationaux et donc n'ont pas accès directement à des logements Crous. Et on résulte au fait que ces étudiants-là, ils se retrouvent donc dans le parc locatif diffus, privé, donc avec de l'éloignement par rapport à leur site d'études, des conditions qui sont pas possibles à nos yeux, c'est-à-dire parfois de l'insalubrité, à des prix qui ne sont pas du tout adaptés, sachant qu'un quart de nos répondants-répondantes n'ont pas accès aux APL. Les APL, c'est la première aide qu'un jeune a pour payer son logement. Quand on sait que bah, c'est le premier poste de dépense, eh bien, ne pas avoir d'APL et se retrouver dans le parc diffus privé, eh bien, c'est deux facteurs cumulatifs qui vont faire que les étudiants vont être obligés de supprimer d'autres postes de dépenses. Sauf que ne pas avoir un logement quand on est jeune, quand on est en études, c'est des conditions de révision, des conditions d'études qui se retrouvent à mal. C'est donc aussi la santé mentale qui va en pâtir. Et donc, quand on dit que le logement, c'est le premier poste de dépense des étudiants et étudiantes, bah, ces derniers, ils se voient contraints à supprimer les autres dépenses et ça va être parfois le recours à l'alimentation saine, équilibrée, de qualité. Et c'est ça qui va souffrir. Et donc, on en résulte à ce chiffre que vous voyez que Flore va vous expliquer. En effet, on se rend compte qu'il y a un étudiant étudiante sur 5 qui ne mange pas à leur faim. Ça, c'est un chiffre qu'on avait pu voir dans une enquête qu'on avait pu faire l'année dernière, qui était la consultation de Bouchon Crous, qui, elle, était à destination de tous les étudiants et étudiantes. Mais ce chiffre phare, déjà, il montre que la question de précarité étudiante, oui, elle touche un public cible, mais en fait, quand on se rend compte, elle touche quand même une grande majorité des étudiants et étudiantes quand on en a un sur 5 qui ne mange pas à sa faim. Et en fait, on se rend compte aussi que forcément, quand un jeune a un budget qui va être contraint,
bah, il va devoir renoncer à des choses. La première chose à laquelle il va renoncer, bah, c'est l'alimentation malheureusement, comme l'a très bien dit Mylène. Donc ça va avec le fait de sauter des repas, de réduire la qualité aussi des repas qu'on va avoir. Sur les bénéficiaires de nos épiceries sociales et solidaires, ils ne sont pas du tout épargnés par ce système de saut de repas. On se rend compte que 66 des bénéficiaires de nos épiceries, sociales et solidaires sautent des repas toutes les semaines. Donc c'est sans compter, l'effet que ça a sur leur santé. Hem Quand on regarde les raisons, de ces sauts de repas, la première raison, ça va être, une question de manque d'argent et après vient très vite aussi, la question de manque de temps. La question de manque de temps, on pourra aussi mettre en parallèle, avec, le salariat, subi qu'ont ces bénéficiaires des Agoraï que Mylène, illustrera juste après. Et après, les étudiants et étudiantes et les bénéficiaires, ils vont pas uniquement renoncer à l'alimentation, ils renoncent aussi, aux soins et à la santé. On se rend compte que 40 des bénéficiaires de nos épiceries sociales et solidaires renoncent aux soins et la moitié y renonce pour raisons, financières. Donc ça illustre assez bien ce qu'on est en train de dire, qui est qu'aujourd'hui, la précarité, nous aujourd'hui on parle de pauvreté étudiante, tellement on est dans une situation qui est urgente et une situation qui est gravissime. Ça a des effets concrets sur la santé, comme on a pu le voir avec les sauts de repas, mais ça a aussi un effet sur, le recours aux soins, et c'est des étudiants et étudiantes qui n'y recourent pas et donc la vision que nous on a à la FAGE, c'est se dire, on porte la complémentaire santé solidaire pour tous les étudiants et étudiantes. Cette complémentaire santé solidaire, c'est une mutuelle, proposée par l'État qui est soit gratuite, soit, à très bas prix, en fonction, du revenu, de la personne qui en bénéficie. La complémentaire santé solidaire, quand on regarde les seuils, financiers à laquelle, on peut y avoir accès, on se rend compte que les étudiants et étudiantes, une grande partie rentrent dans ces seuils-là financiers. Mais comme on a très bien pu le dire aussi tout à l'heure, la charge administrative qui repose sur ces étudiants et étudiantes-là, et sur ces jeunes est très importante quand on arrive, dans la vie adulte. Dès qu'on a plus de 18 ans, bah, on arrive à devoir, démultiplier les démarches administratives et on se rend compte que le taux de non-recours, est un taux, sur la complémentaire santé solidaire qui touche beaucoup, beaucoup de jeunes. C'est pour ça qu'on porte, le fait d'avoir une complémentaire santé solidaire pour tous les étudiants et étudiantes et on se dit aussi que c'est un investissement, parce que se dire qu'il y a des jeunes qui ont accès à une complémentaire santé solidaire, directement, c'est aussi les raccrocher au système de santé, dès leur majorité et se dire que c'est un investissement, pour permettre à terme à ce que ça soit, bah, des adultes qui ont conscience aussi, du système de santé, de comment, y avoir accès, comment en bénéficier. Et après, quand on parle aussi, du volet, santé, on ne peut pas oublier le volet, santé mentale. Et quand on regarde, on a pu, étudier le niveau, d'anxiété qu'ont nos bénéficiaires, de nos épiceries sociales et solidaires. Parce que quand on se dit qu'on a des bénéficiaires qui dépendent d'une aide alimentaire pour pouvoir se nourrir, bah, on se doute que c'est des étudiants qui sont dans une grande précarité, qui réfléchissent à comment est-ce qu'on va finir à la fin du mois, comment est-ce qu'on va faire pour se loger. Forcément, ça a un impact sur leur santé mentale et donc sur leur anxiété. Et donc, en moyenne, les bénéficiaires de nos épiceries, sociales et solidaires notaient leur anxiété, de 6,7 sur 10. Et on se rend compte aussi que, bah, depuis les dernières années, il y a eu beaucoup de mesures que nous on appelle, au niveau de la phase curative, donc d'accès, à des soins psychologiques, avec le chèque psy, des choses comme ça. C'est des mesures qui sont à saluer et à continuer de développer. Mais nous, on aimerait aussi, apporter une nouvelle vision qui est de dire, oui, il faut répondre à l'enjeu des étudiants et étudiantes qui ont une santé mentale dégradée, mais il faut aussi se questionner sur pourquoi est-ce que autant d'étudiants et étudiantes ont une santé mentale dégradée aujourd'hui. Et en fait, très vite, on se rend compte que quand on parle de ce sujet-là, on arrive au fait qu'il faut développer une approche préventive et donc re-questionner pourquoi est-ce que autant d'étudiants et étudiantes ont une santé mentale dégradée. Et pour nous, forcément, les conditions de vie, c'est un énorme facteur de risque, d'une santé mentale dégradée. Et donc pour nous, il faut agir sur cette précarité-là, parce que un étudiant, qui, travaille le ventre vide, c'est un étudiant qui ne peut pas se projeter, dans l'avenir. Et donc, on l'a vu, c'est l'alimentation qui en souffre, c'est, la santé mentale, mais il va aussi y avoir, l'accès, à des loisirs, l'accès à des activités, culturelles, physiques et sportives et tout ça, c'est des dépenses, que les étudiants et étudiantes, de par, leur pauvreté actuelle, vont évincer. On l'a dit aussi, c'est notre second, baromètre et ce qu'on voulait aussi mettre en corrélation, c'est l'impact, de l'inflation, sur les étudiants et étudiantes, sur leurs dépenses, mais aussi, bah, sur leur niveau de vie global et 92 de nos bénéficiaires disent ressentir l'impact de l'inflation et ça a quelles conséquences? 88 d'entre elles et eux disent réduire les dépenses alimentaires. 34 avouent baisser le chauffage chez elles et eux pour pouvoir avoir quelques coupes budgétaires.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire des étudiants et étudiantes qui, ont des études, à réussir, qui ont une vie à mener et qui vont, enfiler les pulls, dans leur appartement, pour réviser, qui vont, devoir, juste vivre, avec aucune dépense si ce n'est que, le strict minimum et donc juste survivre, lors de leurs études et ça, c'est quelque chose et c'est une condition, non digne, pour vivre et ça va mener au salariat. Le salariat aujourd'hui, c'est, 42 des étudiants au global, donc hors, nos bénéficiaires au global, qui se salarient et 88 de nos bénéficiaires, salariés le disent qu'ils le sont par nécessité, donc pour obligation pour vivre. Parce qu'à la fin, j'en différencie, également, le salariat, qui est alimentaire, donc qui a uniquement les raisons, de survivre et le salariat qui a quand même un impact sur, les études, qui a une plus-value, dans sa profession. Actuellement, si 88 disent le faire uniquement pour raisons financières et ben, ça a des impacts. 71 d'entre elles et eux, le disent, ça a un impact négatif sur leur réussite scolaire et académique. Et ça, c'est une grosse problématique qu'on a parce qu'au-delà, de 12 heures, de temps effectif, travaillé, la FEJ, l'a dit dans d'autres enquêtes, c'est des conditions d'études, c'est une réussite qui va en pâtir et c'est pour ça, qu'en accumulant tous ces facteurs, donc le salariat, les différentes coupes budgétaires, on peut le dire aujourd'hui que la pauvreté étudiante, la précarité étudiante, c'est la première cause d'échec académique en France. Et ça, c'est quelque chose, qui est, très difficilement acceptable parce que ça rentre aussi, les jeunes dans une boucle qui est que, leur pauvreté crée, une santé mentale, dégradée, un niveau d'anxiété, qui est de plus en plus grand. Mais le fait de se salarier pour combler ça, ça augmente, l'échec académique et ça augmente, encore une fois, une santé mentale dégradée. Et donc, là, on se retrouve dans une boucle, de pauvreté, de précarité et pour la FAGE, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule solution et c'est une réforme des bourses, une réforme, systémique et non pas juste, injecter, de l'argent, dans le système de bourse, de façon ponctuelle, mais bien, revoir l'entièreté, du fonctionnement des bourses et par ça, on passe par comprendre l'étudiant comme un individu à part entière et non plus, l'enfant de. Pourquoi? Parce qu'à long terme, on souhaite, que la bourse, elle comprenne, les dépenses de l'étudiant-étudiante, qu'elle comprenne, ce qu'il ou elle gagne et donc avoir, vraiment une, bourse qui se base sur ce qu'on est et non pas, sur, la condition des parents. Parce qu'on le sait aujourd'hui, tous les parents ne peuvent, pas aider leurs étudiants et leurs enfants, à financer leurs études et certains, ne veulent pas. Et donc, pour ça, on voit, 3 gros piliers, qui est, du coup, la défamilialisation, le fait de comprendre l'étudiant, pour, une personne à part entière. Aussi l'universalisation, c'est-à-dire rentrer plus, d'effectifs dans le système de bourse et leur permettre, d'avoir, des bourses qui ne snèrent peut-être pour certains, certaines, qui auraient, de meilleures situations, d'uniquement être, exonérées de certains frais ou, juste de pouvoir, appuyer certaines dépenses, courantes. Mais il y a aussi, le principe de territorialisation. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, vivre, à Paris ou, vivre en Creuse et ben ça aura pas le même coût, pour les jeunes, que ce soit en termes de logement ou de dépenses courantes et pour ça, il est important de pouvoir, comprendre, ce facteur, dans le calcul des bourses. Parce qu'actuellement, on a les mêmes bourses, pour des territoires, d'outre-mer comme on l'aurait, pour, Metz ou, pour, l'Hexagone et ben, c'est des facteurs qui doivent changer, parce que, c'est pas, possible et ça ne permet pas d'avoir un réel ciblage des étudiants les plus fragiles et les plus précaires. Et comme l'a très bien dit Mylène, ça c'est la philosophie qu'on porte, de réforme des bourses au long terme. Aujourd'hui, on parle un petit peu de réforme des bourses aussi parce que ça a été, une promesse, pour, l'élection présidentielle, d'Emmanuel Macron. Il y a eu un premier acte, de réforme des bourses qui devait être suivi par un deuxième acte. Ce premier acte, il était juste rattraper le retard qu'on a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, depuis le début, on n'arrête pas de dire que, le système de bourse doit évoluer. Le système de bourse, il doit évoluer parce que là, chaque année, des étudiants et étudiantes sortent du système de bourse parce que les barèmes de bourse ne sont pas indexés sur l'inflation. Et donc, en fait, à partir du moment où les revenus des parents vont augmenter, des étudiants et étudiantes sortent du système de bourse, alors même que leur pouvoir d'achat reste le même. Et donc, ça, c'est un constat qu'on voit tous les jours. Et c'est pour ça aussi que la situation s'aggrave, c'est que des étudiants et étudiantes sortent du système de bourse.
Et donc, la position que nous, on a à la page, c'est qu'on a besoin de cet acte 2. Il devait être, mis en place en septembre 2024 de cette année avec le contexte politique forcément. Il n'a pas pu être mis en place, mais on est toujours actuellement en attente, de cet, acte 2 de réforme des bourses et les positions que nous on porte, c'est se dire qu'il faut atteindre ces 1 000 000 d'étudiants et étudiantes, boursiers, boursières. Aujourd'hui, on est à 70 000 étudiants et étudiantes boursiers, boursières et donc le fait de rattraper ces 300 000 étudiants et étudiantes, c'est les 300 000 qui sont juste en dessous du système d'aide sociale, qui sont vraiment juste à son entrée et qui sont actuellement les étudiants et étudiantes qu'on voit dans nos épiceries sociales et solidaires. Et c'est aussi pour ça qu'on dit qu'on lit toujours projet et plaidoyer. C'est que notre position de réforme des bourses, elle est en lien avec le contexte qu'on voit et le profil type qu'on voit chez les étudiants et étudiantes bénéficiaires de nos agoraïs. L'objectif aussi qu'on voit, pour cette réforme des bourses-là, c'est, bah, faire que notre système, il suive l'inflation pour éviter le système dont je vous expliquais, juste avant, qu'il y ait des étudiants et étudiantes qui sortent du système de bourse et aussi on a besoin de raccrocher, les étudiants et étudiantes internationaux et internationales, dans le système, de bourse. Déjà parce que accueillir les étudiants et étudiantes internationaux et internationales, bah, c'est une force pour notre pays et ça permet, c'est une force aussi pour notre enseignement supérieur de manière générale. Mais c'est aussi, juste se dire que c'est des étudiants et étudiantes qui, actuellement, sont en grande difficulté financière, parce qu'ils ont des frais 10 fois des frais d'inscription à l'université qui sont 10 fois supérieurs qu'un étudiant et étudiante de nationalité française et donc c'est des étudiants et étudiantes qui sont précarisés par le système et donc on a besoin de les raccrocher parce qu'en fait, bah, quand on regarde, c'est les chercheurs de demain, c'est les doctorants, doctorantes d'aujourd'hui, c'est des étudiants et étudiantes qui contribuent à l'enseignement supérieur en France, qui contribuent à son ouverture aussi sur le monde et donc on a besoin de les raccrocher à notre système, d'aide sociale et et c'est uniquement comme ça qu'on arrivera, à agir sur cette question, de précarité étudiante et forcément sur notre position, de court terme, notre position d'urgence aussi, on porte le fait, de pousser à une territorialisation du système de bourse. Parce que comme l'a très bien dit Mylène, aujourd'hui, on ne peut pas partir du principe que vivre à Paris ou faire ses études à Tours a le même prix. Et donc, on a besoin d'une bourse qui s'adapte à ça. Hem, je vais laisser Mylène continuer. Et dans le panel des étudiants et étudiantes qu'on cible comme particulièrement fragiles face au système, on a également les étudiants et étudiantes en formation sanitaire et sociale. Donc les formations sanitaires et sociales qui vont comprendre donc tout ce qui est kiné, maïeutique, donc beaucoup des paramèdes comme on les entend. Et ben, c'est des étudiants et étudiantes qui ont un système un peu particulier par rapport au reste du public étudiantin. C'est que leurs formations et notamment leurs bourses ne sont pas gérées par le réseau des œuvres, donc le CNUS, le Crous, mais bien par les régions. Et ça entraîne plusieurs problématiques, notamment des retards, de versement, une inéligibilité ou plutôt un non-accès, à beaucoup de services, du Crous, que ça soit, le logement, les activités, la restauration, et parfois, bah, même, le remboursement et des frais d'inscription et de rentrée qui n'est pas fait. Pourquoi? C'est des étudiants et étudiantes qui souvent ne vont pas se retrouver sur le campus principal d'une université, mais dans des villes universitaires, d'équilibre, donc beaucoup plus loin, souvent excentrées du coup, de tout site de restauration, de tout site, de logement Crous et étant, gérés par les régions, souvent les remontées, de ces étudiants et étudiantes ne sont pas faits, aux centres régionaux et donc ils vont se retrouver totalement, inéligibles à la plupart, des services qui font, pourtant le cœur même de la vie étudiante. Et donc, il y a une grosse incohérence, par rapport à cela, parce qu'il a un double gestionnaire, du coup, pour ces formations-là, alors même qu'on sait que le Crous, c'est l'acteur, qui est identifié, par, chaque étudiant et étudiante. C'est l'acteur, de la vie sociale, c'est aussi, l'acteur des activités, et donc on a un problème par rapport à ça et pour nous, chaque étudiant doit connaître, cette actrice, doit pouvoir, savoir que si on a un problème, si on a besoin d'aller voir un assistant ou une assistante sociale, si on a, des problèmes de précarité, et bien, on va voir le Crous. Ces étudiants-là ne peuvent pas le faire et c'est pour ça que la FEIJ, depuis de nombreuses années, demande le rattachement de ces formations-là, au système, global, donc au système, du réseau des œuvres. Parce qu'actuellement, c'est pas possible, de voir des étudiants et étudiantes qui, de par, leur, éloignement géographique et leur éloignement, par un autre gestionnaire, ne peuvent pas avoir les mêmes droits, que chaque étudiant et étudiante. Donc aujourd'hui, hein, on voit, plusieurs, publics, qui sont identifiés comme particulièrement fragiles. On voit, que les étudiants et étudiantes dans les agorées, en fait, sont, des étudiants et étudiantes qui juste, passent par les mailles du filet, des aides sociales actuellement en France et ces étudiants et étudiantes-là, c'est d'autres étudiants qui les nourrissent tous les jours. Les agorées, c'est,
des centaines de passages tous les jours. C'est des distributions alimentaires, c'est des bénévoles du réseau de la FEJ qui s'engagent pour pouvoir les nourrir, pour pouvoir faire des activités avec elles et eux. Et certes, la solidarité, c'est un pilier, de la FEJ, mais on ne voit pas, l'avenir des étudiants comme ça, on ne voit pas, l'avenir de l'ESR, de cette façon. Et c'est pour ça et que aujourd'hui, c'est plus possible que la pauvreté étudiante soit considérée comme une normalité. Il est temps, de changer, ce prisme, de montrer que les étudiants et étudiantes vont mal et en souffrent pour qu'il y ait des politiques publiques, ambitieuses et que ça soit plus aux étudiants et étudiantes de nourrir leurs pairs, parce que la FEJ continuera à le faire, mais c'est pas un modèle périn et les étudiants, vont de plus en plus mal et c'est en ça qu'on a fait, donc ce baromètre qui vient compléter, d'autres documents, de la FEJ, mais c'est pour pouvoir montrer, expliquer et faire connaître du grand public la détresse qu'on a dans l'ESR actuellement. Et on a besoin, d'un engagement fort aussi pour ces étudiantes et les jeunes, d'autant plus dans le contexte actuel dans lequel on est. Donc, je ne sais pas si vous avez, des questions? Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Alors oui, il y a des questions. Donc il y a déjà des questions, donc je vais vous transmettre, mais n'hésitez pas les uns les unes les autres à les poser, donc encore une fois sur la petite boîte à questions en bas Q&R. Il y a une première question sur l'accès à l'aide au-delà des agorades que vous pointez. Il y a une question pour savoir si les étudiants ont droit au Resto du Cœur. Ouais, les Restos du Cœur, ils accueillent toute personne, quel que soit le statut. Donc, on a des étudiants qui vont se retrouver dans plusieurs structures d'aide alimentaire, que ce soit les Agorades, les Restos du Cœur ou d'autres structures Ouais. qui aident les étudiants et étudiantes. Et c'est aussi notre objectif, d'essayer de coordonner aussi ce réseau d'aide alimentaire. Parce que souvent, mais c'est comme, tout, dispositif comme ça, souvent on se rend compte qu'on fait des redites ou qu'on est sur les mêmes endroits et qu'on oublie exactement les mêmes endroits. Et donc l'idée, c'est aussi de réussir à se coordonner, au niveau national, que ce soit sur le déploiement aussi, de ces systèmes, de distribution alimentaire ou d'épicerie sociale et solidaire. Enfin, il y a plein de différents types de dispositifs qui existent et en fait, on se rend compte qu'ils sont, aussi, très complémentaires. Et il y a des étudiants qui sont bénéficiaires des Agorae et qui font aussi des distributions alimentaires. À quel point, enfin, et ça illustre assez bien la gravité de leur situation financière et de leur pauvreté étudiante. Et donc, on a besoin aussi de réussir à travailler ensemble sur ces questions. Et donc vous travaillez en articulation avec eux, c'est-à-dire vous avez des espaces de coordination par territoire. C'est ce qu'on essaye Oui. d'impulser. Encore, c'est pas encore fait, mais l'idée, ça serait de avoir, dans l'idée, un comité de pilotage national qui pourrait même se décliner sur les territoires. Pour l'instant, c'est vraiment un peu le projet qu'on a dans notre tête, mais l'idée, c'est qu'il puisse voir le jour dans les années à venir aussi, parce que on pense que c'est la meilleure manière de répondre aux besoins spécifiques aussi de territoire. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a une question sur l'enquête. Est-ce que votre enquête a pu mesurer, a mesuré dans tous les domaines, logement, santé, nourriture, les différences entre les grandes métropoles, que vous avez évoquées, hein, Paris, Lyon, Marseille, et les villes étudiantes moyennes, Nantes, Toulouse, Strasbourg? Est-ce que vous avez des éléments sur ces différentiels? Du coup, le questionnaire qui est envoyé, il était envoyé à chacune de nos agorae, donc en hexagone comme en outre-mer. Donc, on a des réponses sur chacun des territoires. Par contre, pour le baromètre de la précarité étudiante, on ne souhaite pas faire la distinction directement, en tout cas par ville, parce qu'on a l'indicateur du coût de la rentrée qui sort chaque septembre, qui là, pour le coup, est décliné au niveau de la FEJ, donc nationalement, mais aussi au sein de chacune de nos fédérations de territoire. Donc, où vous pouvez retrouver Paris, Lyon, Marseille, mais aussi Nantes, Toulouse, Strasbourg, enfin toutes les villes, et par filière. Donc, on ne voulait pas non plus faire une redite et avoir deux plaidoyers qui se ressemblent trop. Là, le but, c'est vraiment de porter les étudiants bénéficiaires de nos agorées de façon très nationale et globale. Et l'indicateur du coût de la rentrée, là, a fait vraiment la différenciation entre les grandes villes universitaires et les différentes filières. Et l'indicateur du coût de la rentrée, il est assez global. Il prend ce volet alimentation, ce volet logement, ce volet accès à la santé. Et vous pouvez le retrouver sur le site de la FAGE. Et aussi, vous verrez tout aussi les autres indicateurs des fédérations qui adhèrent à la FAGE aussi. C'est vraiment un gros travail qu'on fait à la rentrée. Mais pour essayer aussi de voir les facteurs de risque qu'on voit de la pauvreté étudiante, le volet territorialisation, mais aussi le fait qu'il y a des facteurs de risque en fonction des filières dans lesquelles on étudie, de par le fait que certaines filières sont beaucoup plus demandeuses d'acheter des choses en plus. Et donc, ça précarise forcément les étudiantes à la rentrée. Donc si vous voulez retrouver tout ça, tout est sur le site de la FAGE sans problème. Ok, merci beaucoup.
France dit, vous avez parlé d'une évolution systémique indispensable. Est-ce que vous avez un projet par rapport à ça? Est-ce que vous travaillez avec les syndicats enseignants ou de personnel? Et est-ce que vous êtes soutenu? Oui, on a un projet, finalement, ça fait 23 ans que l'AFH porte une réforme des bourses, donc qui a changé avec le temps. Sa dernière version, qu'on porte depuis années maintenant, elle est beaucoup portée. On en parle aux syndicats, aux différents réseaux aussi au sein des universités, mais aussi d'un volet plus plaidoyer institutionnel et politique. C'est quelque chose qu'évidemment on fait et on essaie de se coordonner aussi parce que une réforme aussi majeure et aussi grosse, eh bien, on est obligé de la porter parce que, avec d'autres, parce que seul, on ne serait pas écouté. On est assez soutenu sur le sujet, mais la problématique, elle est toujours la même pour nous, c'est que le projet, il n'est pas utopique, il est possible, mais c'est quel argent, en fait, on va avoir sur la table pour cette réforme des bourses, parce que c'est une réforme des bourses qui ne se ferait pas sans argent, qui ne peut pas se faire qu'à moitié. C'est la problématique qu'on a depuis déjà plusieurs années et encore plus dans le contexte du PLF de ce début d'année, c'est qu'on n'a pas l'argent actuellement promis et nécessaire qui est mis sur la table. Oui, c'est comme on a pu le dire, à cette rentrée-là, à septembre 2024, on devait avoir, une réforme des bourses, qui modifiait le système parce que ça fait même un consensus au niveau du gouvernement, en fait. Le fait de se dire qu'aujourd'hui, le système d'aide sociale ne marche pas et ne correspond pas aux besoins, des étudiants et étudiantes. Mais, comme le dit Mylène, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, apparemment, la situation de pauvreté étudiante, n'alerte pas assez pour être vue comme un enjeu prioritaire, d'investissement. Et donc en fait, on se retrouve avec, des acteurs et actrices qui comprennent l'urgence dans laquelle on est, mais, rien qui se passe et rien qui avance aussi. Et on a besoin aujourd'hui, de par le retard qu'on a pu prendre avec des étudiants et étudiantes qui sortent du système de bourse, mais aussi le fait qu'aujourd'hui, on a un système qui n'arrive pas à cibler les étudiants et étudiantes qui sont précaires. En fait, aujourd'hui, on a besoin de cette réforme systémique-là et on a besoin, d'argent qui est mis sur la table. Et pour reprendre les grandes positions qu'on a, on a notre position de long terme qui est notre vision, presque philosophique de qu'est-ce qui est pour nous nécessaire, pour répondre à la précarité étudiante structurelle, mais aussi, réfléchir à quelle est la place de l'étudiant et étudiante, le fait que, on soit un individu à part entière et que donc cette bourse, elle doit être calculée sur nos revenus à nous et pas sur les revenus de nos parents, comme ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est notre position beaucoup plus long-termiste. On n'est pas du tout dans cet idéal aujourd'hui, malheureusement, au vu des discussions qu'on a avec le gouvernement. Et donc, on a développé une position court terme, une position d'urgence. Et c'est cette position-là dont je vous parlais tout à l'heure, le fait d'atteindre 1 million de boursiers boursières, donc essayer d'augmenter de 300 000 le nombre d'étudiants et étudiantes bénéficiaires des bourses, parce que c'est les étudiants et étudiantes qu'on voit dans nos épiceries sociales et solidaires. Aussi, indexer que ce soit le montant des bourses, mais aussi les barèmes pour éviter que des étudiants et étudiantes sortent du système de bourse avec l'inflation. Et aussi raccrocher des nouveaux étudiants et étudiantes, des étudiants et étudiantes qui sont dans une grande précarité à ce système de bourse, comme les étudiants et étudiantes internationales, comme les doctorants, doctorantes aussi, et comme a très bien pu le dire aussi Mylène, les étudiants et étudiantes des formations sanitaires et sociales, donc des formations paramédicales et du milieu social. Et donc ça, c'est nos positions qui sont résumées, mais qui sont des positions d'urgence aussi sur ces questions-là et qu'on essaye de porter. Et les syndicats, forcément, s'en saisissent vu qu'ils voient l'urgence aussi des étudiants et étudiantes et de ce niveau de pauvreté étudiante. En rebond à ce que tu dis là, Flore, il y a la question de se raccrocher à l'idée d'un revenu universel. Est-ce que ce serait une solution possible? Est-ce que c'est quelque chose que vous portez, vous, la FAGE? Notre position long terme, elle porte la vision d'une réforme des bourses universelle, mais c'est enfin d'une vision d'universalisation de la réforme des bourses, mais c'est-à-dire comment est-ce qu'on permet aujourd'hui à tous les étudiants et étudiantes de vivre au-dessus du seuil de pauvreté. À la FAGE, on ne porte pas l'allocation d'autonomie d'études que peuvent porter d'autres syndicats. Notre position, elle n'est pas radicalement opposée à ça. C'est juste qu'on porte vraiment la vision d'une nécessité de territorialiser cette bourse-là pour qu'elle s'adapte au bassin de vie. Et donc pour nous, on a vraiment besoin d'une bourse qui s'adapte au plus proche des besoins des étudiants et étudiantes, parce qu'on parle de territorialisation, mais on a aussi besoin de prendre les situations propres d'un étudiant, que ce soit le fait qu'il soit décohabitant ou pas, le fait qu'il soit en situation de handicap ou pas. Enfin, c'est des facteurs forcément qui jouent sur les dépenses d'un étudiant et étudiante. Et donc, la vision qu'on a, c'est pas forcément un revenu unique, universel, mais c'est un revenu qui est le plus proche des besoins des étudiants et étudiantes, mais qui touche le plus grand nombre des étudiants et étudiantes pour les sortir de cette pauvreté étudiante-là et de cette précarité et leur permettre de vivre dignement. Merci. Il y a Patrick qui demande si vous avez des données selon l'origine géographique des étudiants, ville universitaire, autre ville, monde rural. Forcément, vu que c'était, comme on a dit, une enquête dans chacune des catégories, on avait les positions, ou en tout cas le
profil des répondants-répondantes selon les villes. Pourquoi aussi, outre le fait qu'il y ait lycédaire, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, pourquoi on n'a pas séparé? C'est aussi parce que globalement, quelles que soient les villes, quel que soit le lieu d'études, que ça soit plus écarté des gros sites ou dans des gros sites, et ben, on remarque que la pauvreté, elle est partout. Pardon. La pauvreté, elle est partout, sur chacun des territoires, quelles que soient les villes, parce qu'actuellement, bah, il y a pas de différence de combien coûtent les frais d'inscription, combien coûte vraiment la vie globale. Donc, oui, il y a des territoires, on va avoir moins de problématiques, par exemple sur le transport, etc., et peut-être moins de dépenses sur ça. Par contre, c'est vraiment un facteur qu'on retrouve sur l'entièreté du territoire français, qui a une pauvreté, qui a un non-accès à des aides et qui a des coupes budgétaires sur l'alimentation, le loyer, etc. Donc on n'a pas souhaité différencier, mais on a les profils des répondants-répondantes par secteur. Et on le voit assez bien sur l'indicateur, du coup, la rentrée, les différents coûts de la vie en fonction du territoire aussi, de vie des étudiants et étudiantes et des jeunes. On arrive à avoir des zones géographiques qui sont les plus à risque, dans les très grandes villes, forcément dans les outre-mer aussi. Et donc, dans notre réforme des bourses aussi court terme, on demande une territorialisation et à minima le fait de se cibler sur l'Île-de-France, les outre-mer aussi, parce que c'est des territoires où la vie coûte très cher. Et on le voit, globalement. Mais en fait, comme l'a très bien dit Mylène, en fait, nos agorae, on en a 42 partout en France. Il n'y en a pas une pour lequel il n'y a pas de file d'attente. Il n'y en a pas une où, où si elle ouvre encore des places, des étudiants se rueraient dessus parce qu'ils en ont besoin. Enfin, toutes nos épiceries sociales et solidaires sont aujourd'hui saturées aussi sur le nombre des bénéficiaires. C'est pour ça qu'on continue d'essayer de développer nos financements, de développer nos partenariats pour essayer de grandir aussi et pouvoir aider le plus d'étudiants et étudiantes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une ville où on se dit que la situation financière des étudiants et étudiantes, malheureusement, va bien. Merci. Vous avez évoqué la gestion des bourses des étudiants en formation sanitaire et sociale, avec la gestion séparée et la gestion par région. Alain dit qu'il a vu qu'il y avait 2 régions qui avaient transféré cette gestion au Crous, en Normandie et en Val-de-Loire. Donc c'est assez récent, semble-t-il. Est-ce que vous avez déjà constaté, vous, une amélioration? Et quels enseignements, finalement, vous tirez de ce transfert? Ouais, c'est un travail qui a été fait parce que la FEJ, elle est aussi représentée du coup dans les conseils d'administration des universités et des Crous. Donc nos élus Boucheton Crous, c'est un travail qu'ils ont fait sur plusieurs territoires, donc Centre Val-de-Loire, mais aussi le Crous de Normandie. Et c'est un gros changement en fait pour les étudiants parce que c'est un accès du coup maintenant au logement étudiant, à la restauration étudiante, aux services de culture, aux services d'activité du réseau des œuvres. Donc ça a eu un impact qui est absolument pas négligeable et qui est assez incroyable pour ces étudiants et étudiantes-là qui découvrent toute une autre facette de la vie étudiante, ce qu'ils ne voyaient pas jusqu'alors. Donc on voit vraiment les retombées. C'est aussi des étudiants qui n'ont plus de retard de frais de leur bourse, qui ont enfin les remboursements de leurs frais de scolarité pour celles et ceux qui sont boursiers boursières. Et donc, pour nous, on le sait, c'est la meilleure solution et c'est pour ça qu'on le porte encore maintenant. C'est parce qu'il y a eu ces territoires qui ont servi de premier test, notamment la Normandie qui a eu lieu il y a 5 ans maintenant. Euh, donc ça a été des tests et c'est des tests qui sont tout à fait positifs aux yeux de la FEJ. Et c'est aussi des étudiants qui nous disent maintenant on peut avoir accès à des logements maintenant et ça réduit les dépenses et ça permet de les inclure comme n'importe quel étudiant dans la vie étudiante. Et ça, c'est une immense victoire et c'est pour ça qu'on le porte encore aujourd'hui. C'est qu'on est certain et certaine que c'est la solution pour les formations sanitaires et sociales. Et pour vous illustrer juste la situation des formations sanitaires sociales, parce que parfois on ne se rend pas forcément compte, mais l'année dernière, il y avait juste eu un acte 1 de réforme des bourses, on avait un tout petit peu augmenté le montant des bourses qui devait être suivi à cette rentrée-là, un changement de système de bourse qui n'a pas encore eu lieu, comme j'ai déjà dit. Mais donc l'année dernière, on avait dû mettre en demeure une région qui ne voulait pas aligner son montant de bourse, malgré le fait qu'il soit obligé de le faire, avec celui de la bourse du Crous. On a de nombreuses fédérations qui sont mobilisées sur le sujet, et c'est vraiment un gros travail du réseau de la FAGE. Mais en fait, pour nous, l'idée, c'est pas de dire est-ce qu'on est pour ou contre la décentralisation. C'est pas ça la vision. Jusqu'aujourd'hui, il y a tout un système de crous, d'œuvres régionales qui existent, avec des personnes qui travaillent, qui font le travail de versement de bourse et des choses comme ça. Et on a tout dédoublé en donnant cette compétence-là à des régions. Et pour nous, c'est un non-sens parce qu'en fait, on a
2 systèmes identiques qui fonctionnent à la même échelle, à une échelle régionale, et pour lequel des étudiants et étudiantes se retrouvent, bah, touchés négativement, comme l'a très bien dit Mylène, et se retrouvent en retard, d'accès à plein de choses. Et en fait, c'est aussi qu'ils ne ça veut dire qu'ils ne visibilisent pas le Crous comme un acteur de leur vie étudiante, et c'est aussi pour ça qu'ils ont pas accès à plein de services du Crous. C'est que factuellement, ils y ont accès, mais en fait, en réalité, bah, quand à aucun moment de ta scolarité, tu te rends au Crous parce que ta bourse n'est pas versée par le Crous, parce qu'elle est pas visible, en fait, pour toi, c'est pas logique que tu y aies accès, et on se rend compte que ça, augmente énormément les taux de non-recours. Donc oui, ces transferts de gestion, c'est une super solution, à apporter, et les Crous, sont très souvent, totalement en accord aussi pour porter ces transferts, de gestion-là. Donc on continue de se battre dans les différents Crous. Merci. Il y a une question sur le rôle des départements. Est-ce qu'il y a des départements qui offrent des aides spécifiques aux étudiants, par exemple le permis de conduire ou autre appui? Ouais, il y a, enfin, territorialement, il y a énormément d'aides sociales, qui vont, exister, selon, bah, les affinités aussi, des régions, des départements, avec, le public estudiantin. Donc, ça peut être, à la fois, des aides sur l'accès à la culture, des aides sur les permis de conduire, des aides aussi sur l'accès aux activités physiques et sportives, parfois aussi des propositions, d'aide alimentaire. Donc, il existe beaucoup, d'aides sociales différentes et ça découle sur quelque chose d'autre qu'on porte, c'est, bah, le recensement en réalité de toutes ces aides, la visibilisation de toutes ces aides parce que, moi je vous dis oui, parce que, je travaille sur ça, toute l'année, parce que, on fait des recensements d'aides sociales par territoire, par filière et cetera, donc j'en ai conscience. Moi, il y a 3 ans, en tant qu'étudiante non engagée, j'en avais aucune idée de toutes ces aides, on me les avait jamais présentées, j'avais aucun moyen, de les connaître et ça, en fait, c'est une problématique qu'on identifie, dans le réseau de la FEJ, c'est qu'il y a un manque de visibilité et de recensement pour trouver au même endroit, l'entièreté des aides qui existent et c'est pour ça, qu'on porte aussi une position, de guichet unique, des aides sociales où il peut y avoir un recensement où, les régions, les départements, mais aussi, les aides nationales puissent être référencées, parce que les étudiants et étudiantes, ils ne connaissent pas ces aides, ils ne les voient pas et même en cherchant, honnêtement, c'est dur de trouver l'entièreté des aides présentes parce qu'il en existe sur, et c'est très bien, sur différents facteurs, mais impossible à voir et c'est pour ça qu'on souhaite une plateforme unique, une plateforme de recensement où, n'importe qui pourrait trouver l'entièreté, des aides, présentes pour les étudiants et étudiantes et ça, c'est aussi un gros combat, de la FAGE, parce que, les bonnes mesures et ben, elles sont à valoriser et pour que les étudiants s'en saisissent, eh bien, il faut les présenter aux étudiants. Et pour nous, la solution reste, malgré tout la réforme des bourses, parce qu'en fait, une aide départementale, ça va être très hétérogène en fonction de l'initiative que veut prendre ou non, le département. Donc pour nous, la solution reste, une réforme des bourses globale qui permettrait, d'avoir un changement aussi, du système pour l'ensemble des étudiants et étudiantes, et comme l'a très bien dit, Mylène, ce guichet unique là dont on parlait aussi, pour développer, l'accès, à toutes les aides, mises en place par les collectivités, ou aussi au niveau national. Très bien. Bah, merci beaucoup. Il est 9h30 pile. Je vous remercie beaucoup, Mylène et Flore, pour cette présentation et puis d'avoir répondu à toutes ces questions très intéressantes, je pense aussi pour comprendre la manière dont ça fonctionne. Ce que je vous disais, c'est que ce webinaire, il est enregistré, donc il sera disponible sur le site. Si vous voulez le revoir et le partager, vous allez le recevoir aussi par mail. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Pour celles et ceux d'entre vous qui le voudraient, et si Mylène et Flore sont d'accord, on peut également transmettre le PowerPoint, bien sûr, en plus du baromètre qui est disponible sur le site de la FAGE. Voilà, je vous remercie. Bonne journée à toutes et tous et à bientôt.